Je m'appelle Pierre Arlot, j'étais le directeur Impact et Innovation Sociale du groupe ID Kids et je viens de prendre la direction générale pour les services à la petite enfance. Alors aujourd'hui, on a le plaisir de vous avoir ici sur cette matinée comme le World Forum, mais il y a World dedans, donc totalement international. Donc ce matin, nous allons regarder ensemble les enjeux de coopération internationale. Avant de commencer et d'introduire nos panélistes, ce que j'aimerais beaucoup, c'est de savoir un petit peu qui nous avons dans la salle. Ça va nous permettre d'adapter un petit peu ce qu'on va dire. Voilà. Alors, est-ce qu'il y en a qui représentent des entreprises et qui sont membres du réseau Alliance parmi vous? Je vous demande de lever la main. Voilà, quelques-uns. Très bien. OK. Est-ce que nous avons des non-membres du réseau Alliance, mais qui sont en entreprise et qui viennent ici chercher des solutions, s'inspirer? Très bien. Est-ce que nous avons des étudiants? Le futur des décideurs est avec nous, ça c'est excellent, on va pouvoir en reparler. Est-ce qu'il y a des acteurs publics également dans notre panel? Ben, c'est bien, on est entre entreprises et étudiants. Est-ce qu'il y a des indépendants? Très bien. Bon, je crois que j'ai fait le tour. Je n'ai pas demandé s'il y avait des retraités, mais ça ne m'a pas l'air. Si? Ah ben voilà, très bien. Quelques-uns, parfait. Bon, donc on a un public très divers. Merci à vous. Donc on est un petit peu moins d'une centaine en physique, mais également un peu moins d'une centaine en ligne. Donc voilà, on va partager ensemble une bonne heure et du bonheur. Ce que je vous propose, c'est que nous passions cette heure d'abord autour de nos deux intervenants et puis naturellement d'ouvrir ce temps à des questions et des réponses pour que vous puissiez venir à la fois poser vos questions sur la table et puis challenger ou rebondir sur ce qui a été dit par nos invités. Alors, nos invités, c'est le moment de les présenter. J'ai la joie et le plaisir de vous introduire à Mathilde Mignot et Nathalie Bastanelli. Nathalie Mignot, elle est responsable du pôle Solutions Nature de l'entreprise EcoAct. On va revenir, et sa spécialité, c'est tout le financement des projets liés par exemple aux trajectoires carbone, trajectoire net zéro. C'est une entreprise internationale qui accompagne des projets partout sur la planète et qui voit l'innovation engagée et responsable partout où elle se situe. Et on va revenir en détail là-dessus et je vais te demander, Mathilde, de nous expliquer en détail ton métier. Nathalie, c'est notre experte mondiale de la Chine et surtout des solutions vertes qui se font en Chine. On va y revenir. On peut avoir tendance à penser qu'en fait, il n'y a qu'en Europe qu'on a des bonnes idées pour sauver la planète. Et avec Nathalie, on va découvrir le contraire, puisque Nathalie a écrit un ouvrage passionnant, Quand la Chine s'éveillera verte, où elle fait le portrait de tous les entrepreneurs, acteurs de la société civile et tous ceux qui sont investis en Chine pour trouver des solutions qui répondent à notre défi climatique. Et donc, on va en parler parce que pour nos entreprises, pour notre pays et puis pour l'Europe, c'est un vrai défi. Il y a cette compétition mondiale qui est en route et on va voir comment ça stimule et ça peut stimuler nos entreprises et puis pour ceux qui sont étudiants, les entreprises dans lesquelles vous allez vous investir. Voilà, je rejoins nos invités. Donc ce qu'on va essayer de partager ensemble pendant cette quarantaine de minutes d'échange, c'est votre perception. Alors je crois que Mathilde, c'est la première fois que vous venez au World Forum, donc déjà c'est l'occasion de vous souhaiter la bienvenue. Nathalie, vous avez eu l'occasion, vous connaissez très très bien le World Forum, donc voilà, vous savez que notre enjeu, c'est d'être très concret, de se dire comment demain, notre territoire, notre pays, notre Europe et notre planète, tout est connecté, compte les uns sur les autres, c'est marqué juste derrière nous. Et donc on va essayer de voir dans vos activités, prendre du recul et entrer dans le détail en même temps. Hier soir, on parlait de zoom et de dézoom pour reprendre les mots de Jean-Pierre Le Tartre. Et donc on rentre dans ce sujet-là ce matin. Alors, commençons par le commencement. Dites-nous en quelques mots, qui êtes-vous et en quoi votre métier, ce sont des enjeux de responsabilité de l'entreprise ou des citoyens.
Qu'est-ce qui en fait la substance internationale? Et finalement, qu'est-ce qui... on parlait hier avec l'équipe de l'AFM de prendre du plaisir au travail, prendre du plaisir dans ce qu'on fait. Donc, qu'est-ce qui est votre source de plaisir dans votre engagement au quotidien? Nathalie, je vois que ça vous déclenche un grand sourire, alors je vous propose de commencer. Bonjour. Merci pour l'introduction. Alors oui, je vais compléter un petit peu. Moi, je suis une ancienne cadre dirigeante qui a été expatriée 5 ans en Chine, ce qui explique ce lien avec la Chine. Et une fois que je suis rentrée au siège de mon entreprise à Paris, j'ai créé une ONG qui s'appelle We Belong to Change et qui a organisé un événement annuel sur ce même format que le World Forum Lille, mais à Pékin et Shanghai. Et lors de ces événements, j'ai invité des pionniers chinois, des entrepreneurs, des médias, des ONG, mais aussi internationales. Et c'est drôle parce qu'avec Mathilde, on ne se connaissait pas, mais EcoAct a été mon partenaire pour compenser mon bilan carbone lorsque je faisais mes événements en Chine. Et juste avant la pandémie, quand les frontières se sont fermées, j'ai témoigné dans un livre de toutes ces personnes extraordinaires qui s'engagent pour la protection de la planète, la société civile chinoise dont on ne parle jamais parce qu'on a fait plutôt un focus sur le gouvernement, sur ce côté parti communiste, comme si la Chine était un bloc monolithique et on oublie que derrière il y a des gens. Et c'est justement de ces gens-là dont je parle. Et en fait, le titre de mon livre, il est au présent, quand la Chine s'éveille verte, parce que vous verrez qu'avec mon partage, en fait, tout est déjà en train de se mettre en place à une vitesse jamais connue dans le monde. Donc c'est assez surprenant de le découvrir. Ouais, c'est tout à fait ça. Merci Nathalie. C'est vrai qu'on est dans des solutions qui existent et en fait, on va s'inspirer. On s'inspire ce matin aussi de cette réalité. Merci aussi de votre expérience de dirigeante d'entreprise, d'être revenue et d'être avec nous ce matin aussi pour la partager. Mathilde, alors en quoi ça consiste ces solutions basées sur la nature ? Bonjour à tous, merci Pierre, merci pour l'introduction également. Alors peut-être pour me présenter, j'ai donc EcoAct, globalement c'est un cabinet de conseil qui travaille, donc qui est français à l'origine, créé en 2005 par 2 cofondateurs et aujourd'hui qui appartient au groupe Schneider Electric. On est un cabinet du coup qui est français mais on travaille également à l'international, on a des bureaux aussi à Londres et à New York, donc on accompagne des entreprises nord-américaines et puis globalement européennes au-delà de la France et notre objectif en fait c'est d'accompagner ces entreprises dans l'atteinte de l'objectif zéro émission nette. Donc c'est un objectif qui est fixé donc par l'ONU, qui est discuté lors des COP, on en parle dans 10 jours à la COP 28, et avec vraiment pour objectif de regarder au niveau de chaque entreprise comment arriver à n'avoir plus ou très peu d'impact sur l'environnement d'ici à 2050, puisque on est face à cette urgence, on a besoin de trouver des solutions. Aujourd'hui, on parlera de solutions. Et donc, dans ce cadre, on va accompagner les entreprises à réduire leurs émissions de gaz à effet de serre, mais on va aussi les accompagner à réfléchir et à investir au-delà de leur périmètre d'activité, donc dans ce qu'on appelle leur chaîne de valeur. Et c'est sur cette partie-là que j'interviens. Donc tout ce qui est au-delà de la chaîne de valeur, à savoir des projets de lutte contre les changements climatiques en France et à l'international. Et c'est dans ce cadre-là qu'on a été amené à soutenir des projets en Chine et à collaborer avec We Belong. Alors c'est vrai qu'on peut avoir le sentiment, merci Mathilde, que parfois on fait des choses dans son entreprise et puis finalement ça suffit, j'ai décarboné mon siège et puis tout va bien, alors qu'en fait on peut aller bien au-delà et c'est pas beaucoup plus compliqué. Qu'est-ce que, en fait, dans les entreprises que vous voyez, c'est quoi le point de départ? Et puis vous partagerez, Nathalie, aussi le point de départ des personnes que vous avez rencontrées. Donc pour les entreprises que vous rencontrez, c'est quoi le point de départ? C'est un individu qui se lève un matin et qui dit « Oh là là, j'ai une super idée » ou quelqu'un qui dit « Il faut qu'on arrête de surcarboner nos produits ». Comment ça se passe et dans quelle configuration vous intervenez? Et finalement, pour notre public qui est là et qui est dans le monde de l'entreprise, des institutions, des étudiants, finalement, qu'est-ce qui fait bouger les entreprises qui viennent vous chercher? C'est une excellente question parce que cette motivation, elle a évolué. Et dans les dernières années, on était peut-être au départ plus sur des entrepreneurs, des chefs d'entreprise qui avaient cette vision à vouloir
décarboné et qui était très ambitieux et en avance de phase, je dirais, par rapport aux autres entreprises, mais évidemment pas par rapport au climat. Pour autant, il y a eu un certain nombre d'investissements de la part des entreprises à vouloir de plus en plus regarder leur impact sur l'environnement. Là où nous, on a vu vraiment un élément déclencheur, ça a été l'accord de Paris en 2015. On a vraiment déjà mis la France au centre de ces sujets-là. Et on a invité, donc c'est-à-dire que ce monde du réglementaire, de la COP, des négociations climatiques, a invité à sa table le monde du privé. Et on a vraiment démontré, et dans l'accord de Paris, mais aussi le GIEC le rappelle, on ne s'en sortira pas sans l'investissement et cette motivation des entreprises. Donc on peut mettre tout un tas de lois, et d'ailleurs il y en a beaucoup en Chine, et c'est hyper intéressant à comparer avec la France, mais aujourd'hui on a besoin d'aller au-delà, puisqu'elles ne sont pas suffisantes, ces lois, pour lutter contre les changements climatiques. L'engagement des gouvernements, les COP sont très critiqués, puisqu'on considère que ça va trop lentement, et qu'on est face à une urgence climatique. Donc ce qui motive les entreprises, à la fois, ça va être des réglementations, c'est sûr, mais aussi et principalement cette pression sociale à regarder le rôle en fait de l'entreprise sur les changements climatiques. Et il y a eu énormément, on a de plus en plus médiatisé l'action des entreprises sur les changements climatiques. Aujourd'hui, cette pression, elle vient de la société civile. On peut rappeler le rôle de Greta Thunberg dans l'industrie de l'aérien. Aujourd'hui, les lois qui existent aujourd'hui, c'est né de ce qu'on appelle le flight scam et la honte à prendre l'avion. Donc il y a eu beaucoup de choses qui sont venues de la société civile et qui ont incité les chefs d'entreprise, qui au final sont des citoyens comme nous, à intégrer ces notions-là dans leur business. Donc je dirais qu'il y a à la fois la réglementation, mais plus forte que la réglementation, c'est la société civile qui derrière va pousser à de nouvelles réglementations. Et évidemment, c'est pas juste une pression qui pousse les entreprises. On a des chefs d'entreprise qui sont impliqués depuis très longtemps et qui vont toujours plus loin à mesure que le lien entre la science et le monde du privé se clarifie et permet de donner des solutions au monde du privé venant de la science, par exemple avec l'initiative Science Based Target, pour aller fixer des objectifs qui sont applicables dans le monde de l'entreprise. Merci Mathilde pour la richesse de cette parenthèse, que je vois déjà au moins 4 chapitres. On a la question des SBTI, donc comment les entreprises, on se base ensemble sur des indicateurs communs. Il y a la question réglementaire, il y a la question de la place des citoyens, des activistes en dehors de l'entreprise ou dans l'entreprise. Donc on va revenir dans quelques instants sur ces différentes composantes, et puis on aura l'occasion de les creuser dans notre public. Du coup, je reprends la première partie de votre propos, qui est sur la dimension réglementaire. Ce qui fait bouger les entreprises aujourd'hui, c'est une partie de l'obligation, qui est celle, par exemple, du reporting durable, la CSRD en Europe. On va en reparler. Alors, ce qui est super passionnant ce matin, c'est qu'on a la possibilité de se décentrer un petit peu de ce qui se passe en France et en Europe, et d'aller regarder finalement un pays qui a choisi une stratégie totalement différente de la nôtre. Alors, on va parler de la Chine, Nathalie. J'en profiter pour faire un petit sondage dans la salle pour voir si certains de nos participants ont déjà eu l'occasion d'aller en Chine. Est-ce que vous pourriez lever la main, ceux qui ont l'occasion de s'y rendre? Donc on a une quinzaine de personnes. Donc merci. Alors comme ça va permettre de aussi pouvoir nourrir les échanges. Alors Nathalie, on évoquait le fait que l'approche chinoise de la contrainte ou du lien avec l'entreprise est très différente. Mathilde évoquait la pression sociale, le naming and shaming des entreprises. Comment ça se passe en Chine, et peut-être par rapport à la manière dont on vit le débat aujourd'hui en France, qu'est-ce que vous voyez comme différence? Et finalement, est-ce que c'est quelque chose qui risque de s'appliquer chez nous, cette manière de pousser les entreprises, ou est-ce que ce sont deux trajectoires, mais on peut s'inspirer d'éléments positifs? Alors, je voudrais rebondir, merci pour la question. Je voudrais rebondir sur ce qu'a dit Mathilde quand elle parle de pression sociale. Je vais vous plonger 10 ans en arrière à Pékin. Les Pékinois et tout le nord de la Chine vivent l'Airpocalypse. C'est le nom qui a été donné dans tous les médias chinois. Et en fait, les images de Pékin ont fait le tour du monde et étaient à la une de tous les journaux parce qu'il y avait un tel nuage toxique que vous ne pouviez pas voir à 1 mètre. Je vous donne un exemple d'amis qui m'ont partagé. Quand vous mettiez votre main comme ça, on ne voyait pas ses doigts. Voilà, donc les aéroports ont fermé, les entreprises ont fermé, les écoles ont fermé.
c'était juste dramatique. Tous les hôpitaux étaient envahis et évidemment que c'est une pollution mortelle. Il y a eu aussi la pollution de l'eau, la pollution de la terre qui sont moins visibles et du coup ça a entraîné 200 000 manifestations cette année-là par la société civile chinoise. Et du coup, le gouvernement a très vite réagi, aussi dans la sidération de ce qui se passait, parce qu'ils ont leur propre famille qui vivent en Chine. Et du coup, Li Keqiang, le Premier ministre à l'époque, déclare la guerre à la pollution. Et là, ils ont investi environ 100 milliards de dollars par an sur juste les énergies renouvelables. Après, je reviendrai sur d'autres mesures. Ça, c'est un peu pour vous poser le paysage. Et effectivement, il y a un cadre législatif, mais c'est vrai que c'est intéressant de mieux comprendre ce qui se passe en Chine. C'est-à-dire que la Chine, en équipement solaire, est devenue, en 2018, c'était 71% du marché mondial, alors que c'était seulement 2,5% de leur mix énergétique. Aujourd'hui, ils sont à 35% du marché mondial qui s'est beaucoup expansé, mais ils ont vraiment pour objectif que le solaire représente 35% de leur mix énergétique d'ici 2035. C'est pareil pour les éoliens. C'est maintenant 7% de son mix énergétique et représente 40% du parc mondial. Au niveau du nucléaire, le nucléaire représente 5% de l'électricité en Chine. Ils ont prévu de doubler. Donc, ils construisent 6 à 8 centrales nucléaires par an pendant 15 ans. Et ils ne seront seulement qu'à 10% de leur électricité, alors qu'en France, on est à 70%. Donc on voit bien, je peux encore donner un chiffre, parce que les chiffres en Chine, ça fait toujours un petit peu, toujours un peu stupéfiant. Ils avaient 22 barrages en 1949, ils en ont 22 000 aujourd'hui. Ils en ont construit un par jour pendant 60 ans. Et il y a aussi la Grande Muraille Verte où ils ont construit, et ils sont toujours en train d'implanter 60 milliards d'arbres dans les 3 provinces du Nord pour lutter contre l'avancée du désert de Gobi, parce que le changement climatique et les conditions extrêmes, ils les vivent. Notamment l'année dernière, ils ont vécu la plus grande vague de chaleur et la plus longue. Les rivières étaient asséchées, il y a aussi eu les incendies, il y a aussi eu les inondations, avec évidemment des conséquences mortelles. Les stations météorologiques ont enregistré des températures jamais enregistrées et ils ont même dit que c'était les premières pluies aussi fortes qu'ils n'avaient jamais eues dans le pays en 1000 ans. Donc on voit bien que les conditions extrêmes de l'accélération climatique sont vécues par la population, par les entreprises et notamment du coup pour la croissance économique du pays. Donc, pour revenir au monde de l'entreprise, maintenant, le gouvernement a établi des règles, des sanctions pénales. C'est-à-dire, vous êtes obligé de publier vos émissions de CO2 et aussi la qualité de l'eau qui est déversée dans les rivières. Il y a des sites internet spécialisés où publient ces entreprises, accessibles par la population. La population peut surveiller ce qui s'y passe et si les quotas ne sont pas respectés, il y a une ligne téléphonique que peuvent contacter la population et dénoncer l'entreprise qui ne respecte pas. Et le gouvernement local a l'obligation de répondre dans les 3 semaines. Il faut savoir que maintenant, Xi Jinping, qui a instauré des objectifs très ambitieux, le président chinois, a donné 3 objectifs principaux aux gouvernements locaux. La Chine, c'est un pays-continent, c'est assez complexe à gérer, mais maintenant, les gouvernements locaux ont 3 objectifs. Le premier, enfin, il n'y a pas d'ordre dans ce que je vais dire, mais la croissance économique, la stabilité sociale et les objectifs environnementaux. Si vous ne respectez pas un de ces 3 objectifs, votre carrière est cassée et vous pouvez aller en prison. Si les entreprises ne respectent pas le nouveau cadre législatif qui est imposé, si vous êtes responsable d'une pollution qui va notamment impacter et avoir comme conséquence un décès, vous avez la peine capitale. Avant, lorsqu'une entreprise polluait, les amendes étaient très peu élevées. Donc les entreprises préféraient payer l'amende plutôt que de upgrader son outil industriel. Maintenant, toute la chaîne des responsabilités, c'est-à-dire tous les responsables de l'entreprise sont jugés, mais également le responsable du Parti communiste qui est censé surveiller les objectifs environnementaux des entreprises de la zone pour laquelle il est responsable. Donc on voit bien qu'il y a une vraie pression et que tout le monde est engagé à participer à cette transition verte. Et d'ailleurs, ça on pourrait y revenir, je donnerai quelques exemples concrets. Chaque entreprise, qu'elle soit grande, petite ou moyenne, a l'obligation de proposer des solutions, une feuille de route sur comment elle accompagne le plan
du gouvernement. C'est très impressionnant, Nathalie. Merci pour ces chiffres qui sont très forts. Et ce que je vois dans votre propos, c'est qu'on on s'est mis à jour notre logiciel. On a un peu tendance à dire en Europe, bon, on a des solutions, mais bon, on regarde ce qui se passe de l'autre côté, ils polluent plus que nous, on est en avance, etc. Et ce matin, ce qu'on réalise en vous écoutant, c'est qu'en fait, il y a le temps que la machine se mette en route, mais maintenant que c'est mis en route, la pression sur les entreprises est extrêmement forte. Alors, je pense que l'enjeu du World Forum, et les gens du réseau Alliance me corrigeront, n'est pas d'appeler nos autorités à être dans une forme de contrainte, mais plutôt dans une forme d'encouragement, et puis surtout d'encourager les comportements vertueux. Alors, dans ce que vous dites, il y a deux choses. Il y a d'une part, on est à un enjeu d'État continent, vous l'avez dit, mais qui aussi, vous l'avez dit au tout début, est fournisseur de technologies partout dans le monde, sur l'éolien, le solaire. Donc, comment ces technologies-là, aujourd'hui, est-ce que c'est parce qu'ils sont devant le mur climatique? Qu'est-ce qu'ils font qui sont plus pertinents dans leur organisation? Parce que ça, c'est une question de volonté. Comment ils font pour trouver ces solutions que nous, on souhaiterait avoir? Et est-ce que, Mathilde, par exemple, vous voyez, vous, des solutions émerger qui sont compétitrices? On va recouper cette question en deux, si vous le voulez bien. Et puis, le deuxième enjeu, ce qui est intéressant, ça me permet de dire un petit mot parce que c'est un peu le sujet cette année. Vous avez parlé des inondations et des pluies qu'ont connues la Chine. Et ce qui est intéressant, c'est de dire que tous les pays aujourd'hui sont confrontés à ces sujets-là. Les Hauts-de-France aussi le sont. On peut rappeler qu'il y a encore un certain nombre de foyers et d'entreprises qui sont aujourd'hui sans électricité liées aux inondations de la semaine passée. Donc, en quoi en Chine, cet épisode climatique a déclenché éventuellement des nouvelles volontés, et puis finalement, comment, sur notre territoire, ça peut nous inciter, dans notre résilience climatique, à agir. La question vous est posée à toutes les deux, puisque vous voyez les solutions qui existent sur les terrains où vous vous promenez. Comme vous voulez. Alors ça dépend des secteurs en fait, parce qu'il y a énormément de secteurs qui sont couverts. Je pourrais citer le secteur de l'économie collaborative, qui est énormément soutenu par le gouvernement chinois, parce que justement ça permet d'avoir moins de voitures qui circulent dans les villes. Les vélos partagés, ça a explosé en Chine. Et pour faciliter l'usage du vélo partagé, enfin du vélo tout court d'ailleurs, puisque la Chine, quand moi j'y vivais, les vélos avaient disparu de la circulation, eh bien toutes les villes construisent des autoroutes à vélo. Donc là, on voit bien à chaque fois comment on soutient les solutions. Et pour les vélos électriques, eh bien, vous avez au niveau des paniers un panneau solaire au fond du panier qui permet de venir capter de l'énergie pour pouvoir recharger le vélo électrique. C'est vrai que l'expérience des vélos partagés chinois en France avait été un petit peu moins réussie. Alors peut-être que c'était une question de time to market, comme on dit, mais voilà. Donc ça, c'est un premier enjeu sur la mobilité. Sur la mobilité, sur la construction durable. Maintenant, la construction durable est énormément poussée par le gouvernement. Alors, je ne dis pas que c'est partout merveilleux, mais en tout cas, il y a énormément de pression. Et je vais vous citer le groupe Yuanta, et en anglais, c'est Broad Group. Vous pourrez regarder si vous voulez. Il construit un immeuble de 30 étages en 15 jours. Donc, vous mettez 30 étages en 15 jours Chine, vous allez trouver la vidéo. Et en fait, tout est éco-conçu, tout est recyclable à vie. Il n'y a pratiquement pas de déchets, 1% de déchets, pratiquement pas de poussière. C'est comme s'il y a une grande partie qui est préfabriquée, mais que ce soit la plomberie, l'électricité, l'évacuation de l'air, c'est au 0,2 mm près. La pollution intérieure de ces immeubles sont égales à 0. C'est très important parce qu'en France, on n'a pas l'idée de mesurer la pollution intérieure. Quand on vit dans un pays comme la Chine, tout le monde a un petit appareil pour mesurer. Moi, je me souviens quand j'y vivais, mes enfants étaient jeunes et on regardait toujours les chiffres de l'ambassade américaine et non pas du gouvernement chinois parce qu'il y avait un petit décalage pour voir si nos enfants pouvaient jouer dehors ou pas. Alors évidemment, moi, je suis occidentale. Dans mon cerveau, il y a une petite case qui dit « Dans 3 ans, je m'en vais ». Les Chinois, eux, ils restent. Et quand vous vivez un tel drame et que vous êtes encore à l'époque le pays de l'enfant unique, vous avez juste envie que ça change. Et donc tout ce qu'on vous demande, tout ce que demande le gouvernement, les consommateurs y vont. Je ne vais pas faire de généralité, mais en tout cas, c'est vrai qu'il y a un enjeu de survie. Ouais. Donc c'est sûr que les entreprises, elles sont aussi très motivées parce qu'elles vivent en Chine. Alors il y a l'exil environnemental, il y a plein de Chinois qui ont quitté la Chine, mais quand ils quittent la Chine, les grands-parents restent.
Donc c'est un drame familial. Donc c'est justement, en fait finalement oui, il y a beaucoup de pression du gouvernement, mais les entreprises et les consommateurs ont envie d'y aller pour que ça aille plus vite. On disait, pour reprolonger un tout petit peu la question, on disait que l'Airpocalypse avait déclenché l'action du gouvernement. Comment la population a réagi et comment elle a pu... Vous avez rencontré ces acteurs de la société civile, de l'entreprise. Est-ce que ça a créé ce déclic chez eux? Est-ce que c'est ça qui a créé ce déclic? Ou est-ce que c'est cette prise de conscience un peu plus lente qu'on est en train d'évoquer, de se dire je ne vais pas me lever tous les matins dans le brouillard où je ne vois pas ma main? Qu'est-ce qui en fait... En fait, quand vous habitez en Chine, vous ne regardez pas la météo, vous regardez le taux de pollution. Donc on a tous l'application sur nos téléphones, c'est pas la même démarche. Donc c'est constamment dans votre tête. Donc effectivement, vous êtes beaucoup plus sensibilisé. Donc la conscience de ce qui se passe au niveau du changement climatique, elle est très élevée en Chine, et ça on le sous-estime totalement par la population. Donc évidemment, moi, quand je vous cite Broad Group, ce patron, M. Zhang, il avait déjà cette vision de protéger la biodiversité, de protéger la terre. Il a tout en permaculture, toutes ses fermes sont biologiques. Puisqu'il a des restaurants, il fournit la nourriture pour ses salariés, pour les visiteurs. Je vais même juste pousser un peu loin, comme ça va vous faire sourire. Mais il a érigé des statues de bronze à hauteur d'homme de Einstein, de tous les philosophes grecs, des philosophes des siècles des Lumières, mais aussi de Martin Luther King. Et il en a tiré une petite brochure qu'il appelle Sagesse immortelle, et il distribue ça à ses salariés et aux visiteurs. Il a reçu le prix champion de la Terre à plusieurs reprises de la part de l'ONU Environnement. Son siège social, Ban Ki-moon s'y est déplacé avec des grands leaders internationaux. C'est à Changsha, une ville grande comme New York, mais qui est très peu connue en dehors des frontières chinoises. Et du coup, c'est ces portraits-là que je raconte pour montrer que ces gens sont, comme beaucoup d'entre nous, sensibilisés et ont envie d'y aller avant même la pression du gouvernement. Donc Mathilde, vous qui voyez effectivement en Chine, mais aussi en dehors de Chine, tous ces entrepreneurs, ces acteurs, et donc vous les soutenez au quotidien, parce que ce sont des projets d'investissement. Donc en quoi ça consiste, et puis peut-être en quoi ça se connecte avec la réalité de nos entreprises ici? C'est un petit peu une question en deux temps, mais ce que l'on voit en Chine, vous le voyez dans d'autres pays? Première question. Et deuxième question, comment ça se connecte à ce que nos entreprises sur notre territoire peuvent faire? On se rend bien compte que tout est connecté. Et vous, comment vous facilitez du coup cette connexion? C'est vrai qu'il y a deux sujets qui émergent. La question de l'adaptation au changement climatique, dont tu parles beaucoup au final. Se lever et regarder le niveau de pollution, c'est déjà commencer à se dire comment je vais m'adapter aujourd'hui au changement climatique. Et en parallèle, comment je vais aller investir dans des solutions pour lutter contre ces changements climatiques. Et du coup, nous, on travaille sur ces deux volets-là. Avec les entreprises, on va beaucoup regarder, pour commencer, l'adaptation au changement climatique, à savoir, en fait, quand on a une politique pour aller, une stratégie d'entreprise pour aller vers un objectif zéro émission nette et avoir le moins d'impact possible, on a aussi la réflexion, ok, on va réduire nos émissions, mais aujourd'hui, on n'est pas juste les seuls. On n'est pas juste à avoir un impact sur l'environnement a un impact sur nous. Et ça, les entreprises le prennent de plus en plus en compte, notamment quand on regarde certains secteurs d'activité. Je prends par exemple, j'en sais rien, si on réfléchit à la cosmétique par exemple. Je suis une entreprise de cosmétiques, je fais certains produits avec du beurre de karité ou d'autres produits qu'on va retrouver dans certains pays et je vais aller sourcer mes produits dans certains pays d'Afrique par exemple. S'il y a des sécheresses, s'il y a des inondations, s'il y a quoi que ce soit, aujourd'hui j'ai plus accès à mon produit. Donc la réflexion, c'est comment je vais adapter mon activité en sachant que les changements climatiques ont un impact sur mon activité et potentiellement sur mon sourcing de produits. J'ai pris l'exemple de la cosmétique, mais il y en a dans l'agroalimentaire et dans tout un tas d'industries qui doivent vraiment repenser leur modèle en se disant aujourd'hui, qu'est-ce que je propose, sachant qu'on n'est plus dans le même environnement, en quelque sorte. Ça, c'est un premier point de comment m'adapter. Et donc ça, évidemment, c'est des stratégies sur lesquelles on travaille, donc des stratégies qu'on appelle des stratégies de risque climatique. Et je vous prends par exemple une autre industrie, mais on regarde l'industrie du tourisme. Je vais peut-être pas aller mettre mon hôtel sur une zone qui est
à fort risque de catastrophes naturelles, et on en parle de plus en plus, mais on voit bien que certes, chaque industrie en fait va avoir ses enjeux, et nous on va aller travailler avec ces entreprises-là pour aller mapper en quelque sorte, donc faire un état des lieux des risques climatiques liés à leur activité. On est de plus en plus sollicité par les entreprises pour faire ce risque-là, puisqu'évidemment c'est un énorme risque business pour elles. Donc par exemple, aujourd'hui, je suis étudiant, je viens au World Forum 2023, je vais commencer mon stage au mois de mai, au mois de juin. Quand j'arrive dans mon entreprise, je peux poser la question, est-ce qu'on a une cartographie des risques climatiques? C'est une question qui peut se poser? Totalement. Principalement dans les entreprises comment dire, avec une présence internationale, mais même au niveau de la France. Si on regarde, vous parlez d'inondation dans les Hauts-de-France, bon, quel est l'impact sur mon activité? Est-ce que ça va retarder ma production, par exemple? Est-ce que je dois changer mon modèle de production? Donc, n'importe quelle entreprise doit aujourd'hui réfléchir à évidemment la réduction, puisque c'est l'objectif global, mais l'adaptation également, puisqu'on va vers un monde qu'on appelle, par exemple, dans le monde de les assurances, qu'on ne peut plus assurer, par exemple. Donc en fait, chaque industrie est en train de repenser ses modèles, et c'est plus que nécessaire. Donc n'hésitez pas à poser la question. Ça me fait un peu penser à cette phrase de Séguéla qui disait à un moment donné, quand on n'a pas une Rolex à 50 ans, on a raté sa vie. On pourrait dire aujourd'hui, quand on n'a pas une cartographie des risques climatiques dans son entreprise, on a arrêté son parcours d'entreprise quelque part, c'est ça? C'est un risque, en tout cas, c'est clair. C'est nécessaire. Ok, on disait que ces entreprises vont vers des stratégies net zéro, carbone. Est-ce que ça marche et ça prend combien de temps? Moi, ce que j'aime bien dans notre échange ce matin, c'est qu'on n'est pas en train de se nourrir notre petite fibre d'éco-anxiété qui est bien alimentée, mais qu'on est en train de regarder un petit peu les solutions. Avec Nathalie, on se stimule en se disant il y a des inspirations et des acteurs engagés. Mathilde, dans les pays que tu rencontres, que tu parcours, les projets qui sont soutenus et financés par EcoAct, comment la décision de soutenir certains projets se prend? Parce qu'on peut se dire qu'aujourd'hui, quand même, il y a plein de solutions pour le climat, pour l'environnement. Finalement, comment on fait pour choisir? Parce qu'on se dit, est-ce qu'il y a une bonne solution? Toutes les petites gouttes dans l'océan, est-ce que ça va marcher? On n'a pas l'argent pour soutenir toutes les petites gouttes. Donc, comment ça fonctionne? Comment on fait des choix? Et puis peut-être pour les personnes qui sont autour de nous, qui se disent, moi j'aimerais bien, dans mon entreprise, dans mon activité, à soutenir un projet qui a un impact, est-ce que vous avez des clés pour leur dire, voilà comment nous, un petit peu, sans trahir la recette magique d'EcoAct, mais comment vous analysez tout ça et finalement comment vous faites ces choix? Ça ne doit pas être si simple. Non, c'est pas simple, mais c'est pas une recette magique, c'est plutôt une réflexion stratégique qu'on va avoir avec chaque entreprise en fonction de leur industrie et de leur impact et de leur trajectoire. Donc cette trajectoire-là, déjà, va se baser sur l'initiative Science Based Target. Donc on promeut en permanence de vraiment avoir une réflexion en lien avec la science. Peut-être qu'on peut redire ce que sont les SBTI. Oui, les SBTI, en fait, c'est une organisation qui va utiliser les données du GIEC et qui va regarder au niveau des secteurs industriels comment chaque industrie et chaque type d'entreprise va participer à atteindre en fait au niveau mondial l'objectif zéro émission nette à 2050. Donc par exemple, quelle est la part et l'action que doit mener l'industrie de l'aérien par exemple, et quel va être le rôle de la pharmaceutique, de l'agroalimentaire, de l'énergie, etc. Et donc on va vraiment regarder tous les secteurs d'activité pour après donner des méthodologies et des guidelines en quelque sorte, mais vraiment donner des indicateurs pour aller accompagner ces entreprises à comprendre, ok, moi si je suis un acteur de l'agroalimentaire, qu'est-ce que je fais? Je pense que c'est la première question que se pose un acteur de l'agroalimentaire. Et aujourd'hui, vraiment, les SBTI, c'est pour dire, ne fais pas ton truc dans ton coin, fais le lien avec la science, fais le lien avec les rapports du GIEC. Donc en fait, ils vont vraiment permettre de, je ne dirais pas vulgariser, mais rendre accessibles ces données scientifiques au monde économique. Je fais encore un petit lien. Donc, j'ai fait ma cartographie des risques climatiques. Du coup, j'ai quelques idées d'action. Je vais regarder finalement les SBTI pour voir un petit peu la trajectoire sectorielle et me dire, globalement, dans mon secteur, il faut que je fasse ceci. Donc, ça me permet d'avoir déjà quelques éléments. Alors, pour revenir à ces choix, parce que je ne vais pas vous lâcher, je vais pas te lâcher sur cette question, comment fait-on pour discerner sur les projets qui ont le plus d'impact dans les chaînes de valeur? On va revenir sur cette question de chaîne de valeur, parce que je sais que Nathalie, vous y êtes aussi très sensible. Alors,
comment on trouve les projets les plus pertinents? Ouais, je vais prendre un exemple d'une entreprise avec laquelle on travaille. Donc c'est une grande entreprise, c'est le groupe Sanofi qui travaille dans la pharmaceutique. Bon, c'est très simple, on sait ce qu'ils font tous, c'est assez clair, ils produisent des médicaments. Mais qu'est-ce qu'ils peuvent faire du coup à leur niveau pour réduire leurs émissions de gaz à effet de serre et pour réduire leur impact sur l'environnement? Par exemple, ils vont aller, et on va travailler avec eux sur ce sujet-là, faire une analyse cycle de vie de leurs médicaments et du packaging de leurs médicaments. Donc là, en fait, on est en train de travailler, et ça va arriver à mes projets. Non, mais je vais faire juste une petite parenthèse, parce que, entre guillemets, entre experts, on sait ce que c'est une ACV, une analyse de cycle de vie, oui. Mais peut-être qu'il faut le préciser, parce que c'est un jargon un petit peu industriel. Si vous nous disiez un petit mot. Oui, une analyse cycle de vie, en fait, c'est aller regarder l'impact du produit de sa création à sa fin de vie. Donc à la différence du bilan carbone, on va aller regarder à un instant T l'impact. Là, on regarde vraiment tous les impacts que le produit va avoir de sa création à sa fin de vie, notamment au-delà de son impact CO2, on va regarder son impact sur l'eau. On peut même faire des analyses cycle de vie sociale. On va regarder le nombre de personnes employées, le nombre de femmes employées, on va regarder beaucoup de choses. Donc là, on est plus sur une analyse cycle de vie environnementale. On va regarder son impact sur un certain nombre de critères environnementaux de sa création à sa fin de vie. Et vraiment à mettre en, comment dire, à différencier du bilan carbone où c'est vraiment à un instant T. Par exemple, si on prend un événement de We Belong, lors de cet événement, on sait qu'on a impacté de temps. Donc là, c'est vraiment ponctuel, en quelque sorte. Quand on prend un médicament, voilà, au moment où il a été produit, où est-ce qu'il a été produit, au moment où il a été consommé, le packaging, ce qui entourait le médicament, qu'est-ce qu'il en reste ? Et quel est cet impact-là. Donc on va vraiment tout regarder. Et donc pour prendre cet exemple simple du médicament, donc on va leur dire voilà, quel est cet impact-là. On va définir avec eux leur stratégie, donc Science-Based Target, en mettant un objectif en lien avec ce que va proposer et ce que va conseiller l'initiative. Ensuite, on va faire valider. Donc ça, c'est vraiment le travail d'EcoAct avec le groupe Sanofi. On va aller faire valider cet objectif auprès de l'initiative Science-Based Target. Donc c'est pas EcoAct qui dit vous avez qu'à mettre ça et ça va bien se passer, on va y arriver. Non, il faut que ce soit validé parce qu'il faut que ce soit ambitieux. Donc une entreprise de cette taille-là qui travaille dans ce secteur-là doit avoir cette ambition-là et ça va être validé par l'initiative. Ensuite, une fois qu'on a fait valider cet objectif-là, on va en effet regarder. Donc là, nous, dans ce cas-là, on va les accompagner sur cette analyse cycle de vie. On va dire, une fois qu'on a fait, 3 à 4 médicaments et leur packaging, pourquoi on ne développerait pas un outil pour regarder tous les médicaments ? Et ensuite, chaque année, regarder quel est l'impact sur leur bilan carbone, en disant est-ce que ça permet d'avoir un impact moindre sur le bilan carbone. Donc ça va vraiment être à l'intérieur. Je ne parle pas d'adaptation à ce moment-là, je parle plus d'impact, de réduction. Ça va être vraiment à l'intérieur de leur chaîne de valeur. Comment vraiment réduire cet impact à l'intérieur de leur chaîne de valeur. Ensuite, c'est un énorme groupe. Ils travaillent à l'international, tout le monde connaît cette entreprise. Ils ont une responsabilité. Aujourd'hui, on parle beaucoup, notamment aux États-Unis, de climate leadership. Donc vraiment aller se positionner pour investir vraiment au-delà. Et on a des leaders qui vraiment vont au-delà de ce qu'ils peuvent faire à leur échelle aujourd'hui, mais on en reparlera à un autre moment. Revenons à qu'est-ce qu'on fait après notre analyse cycle de vie. Donc on a agi sur notre activité, on est dans notre périmètre, mais on va aussi réfléchir en dehors de notre périmètre. Parce qu'en fait, quand on réduit nos émissions de gaz à effet de serre, on est d'accord qu'on ne sera jamais à zéro. On ne sera jamais. L'ONU et l'initiative Science-Based Target nous disent qu'il faut qu'on soit on ait réduit nos émissions de 90% à 2050. Bon, vous imaginez, ça ne s'appelle pas de la réduction, ça s'appelle de la transformation complète de nos business models. C'est une transformation de la société. Sinon, il est impossible de réduire nos émissions de gaz à effet de serre à 90% si on n'est pas dans de la transformation. Bref, il restera toujours 10%. Et ces 10%, si on réussit à 90%, il restera toujours 10%. Et ces 10%-là, il faut qu'on investisse. En fait, l'objectif, c'est d'aller investir au-delà de sa chaîne de valeur dans des projets de restauration des écosystèmes et de préservation de notre environnement. C'est là où on va venir à la fameuse recette magique voilà. d'investissement. Mais je me permets de partager mon expérience personnelle dans l'industrie. Quand on fait des analyses de cycle de vie, quand on est dans une entreprise, on ne fait pas cette analyse de cycle de vie sur un produit, on fait sur l'ensemble de ses références. Et effectivement, on a des outils qui permettent... ça nous invite à... Quand on parle d'éco-conception, c'est plus on simplifie la composition de nos produits, plus l'analyse
de leur impact et de leur cycle de vie est simplifié. Dans l'entreprise où je suis, on a 22 000 références produits, ça veut dire 22 000 analyses de cycle de vie. Donc c'est un travail considérable pour l'entreprise et c'est vrai que ça demande du temps, des moyens et donc c'est important, mais ça permet de quantifier en profondeur, au-delà du bilan carbone, l'impact de l'activité économique sur l'ensemble de la chaîne de valeur. Et donc voilà, maintenant on sort de la chaîne de valeur propre de l'entreprise, on va au-delà pour se dire comment est-ce qu'on fait ces choix d'investissement. Ouais, et pour revenir sur les analyses de cycle de vie, c'est sûr que sur 22 000, du coup, on n'a pas une personne chez EcoAct qui fait les 22 000. On crée des outils et on va les regarder. Et sur la question de l'éco-conception, après, avoir ces résultats d'analyse de cycle de vie, c'est aussi une aide à la décision pour après de se dire bon, bah, comment on va produire autrement et aussi comment on va communiquer. On voit de plus en plus, par exemple, des groupes comme Decathlon qui communiquent l'impact, l'éco-score en quelque sorte, ou je ne sais plus comment ils l'appellent, mais le score environnemental de leurs produits. C'est quelque chose que, d'ailleurs, je peux dire fièrement, qu'on a co-construit avec Decathlon au sein du groupe IDEKIDS. C'est ce qu'on appelle l'affichage environnemental. Voilà. Je sais qu'il y a les équipes de l'ADEME qui sont dans la salle. Donc c'est un projet qu'on porte ensemble. C'est comme le Nutri-Score. C'est le score de pollution du vêtement. Et c'est une mesure qui est objectivée également. Et donc ça contribue. Ce que je perçois dans ce que tu dis, Mathilde, c'est quand on s'engage dans son entreprise, c'est un dialogue qui se fait avec des tiers extérieurs et des parties prenantes. On va d'ailleurs y revenir Nathalie dans un instant pour se dire comment ça se passe en Chine, justement, c'est cette question de tiers. Donc voilà, donc, est-ce que du coup, sur cette question d'analyse des projets, pour y arriver enfin, comment fait-on? Oui, alors, et donc du coup, ça, on a beaucoup parlé du périmètre interne à l'entreprise. L'idée, c'est de se dire qu'est-ce qu'on fait sur ces émissions qu'on n'arrive pas à réduire ou qu'on va mettre du temps à réduire. Donc ce temps de la transition écologique est assez long. On se fixe à 2050, on a de quoi faire, mais on a surtout le risque on est face à une urgence climatique et on a le risque, si on attend d'avoir tout réduit d'ici 2050, on aura aussi perdu tous nos écosystèmes. Je ne sais pas, mais pour rappel, le Canada, ils ont perdu 12 millions d'hectares de forêt cet été. Bon voilà, la France, 50 000 hectares il y a 1 an et demi. On est tous les étés face à des risques face à des risques climatiques, on ne va pas revenir dessus, mais se dire on ne peut pas attendre le temps de la transition. Il faut qu'on agisse en parallèle sur ces émissions qu'on n'arrive pas à réduire. Donc on va aller investir en dehors de la chaîne de valeur sur des projets de restauration et de préservation des écosystèmes et de la biodiversité. Et ce type de projet, comment on les sélectionne? Alors EcoAct, nous, ça fait plus de 15 ans maintenant qu'on travaille sur ce type de projet. On est également développeurs de projets. Au sein de mon équipe, j'ai des experts forêt, des experts océan, des experts efficacité énergétique qui vont travailler sur identifier des projets. Du coup, en France, on a un cadre qui s'appelle le label bas carbone. Et d'ailleurs, EcoAct travaille on a développé une méthodologie de préservation des herbiers marins de Posidonie en Méditerranée. Donc, on travaille beaucoup avec les acteurs de la Méditerranée pour réfléchir à comment préserver ces Posidonies. On travaille aussi sur des méthodologies en France et on espère la finir d'ici la COP, donc d'ici 10 jours, la restauration des mangroves, puisqu'on a beaucoup, on a beaucoup de mangroves dans nos territoires d'outre-mer qui nécessitent d'être préservés. Aujourd'hui, on n'a pas de budget vraiment dédié à la préservation, à la restauration de ces mangroves. Donc c'est ce type d'écosystème qu'on va regarder si on prend la France. En tout cas, je parle du cas EcoAct, mais il y a plein d'autres écosystèmes de forêts et de beaucoup de choses sur lesquelles on travaille également et qu'on finance. Et à l'international, on va aller travailler sur d'autres types de projets, mais similaires. Par exemple, si on prend le cas du groupe Sanofi, ils vont aller investir dans la restauration donc dans des zones qui sont ultra sensibles du coup au changement climatique, dans de la restauration de forêts de mangroves, donc dans la région des Sundarbans en Inde, donc proche de Calcutta, et dans cette région-là, qui est extrêmement isolée et où les mangroves sont quand même à risque et qui représente une protection. Donc là, on revient à l'adaptation, qui représente une protection pour les côtes. On va aller restaurer ces mangroves qui ont été dégradées. Ça peut être un exemple, parce que je reprends le cas du groupe Sanofi, mais avec d'autres entreprises, on va aller investir dans ce type de projet également dans d'autres pays. Et l'analyse qu'on fait, c'est qu'on travaille avec des experts internationaux, on identifie des projets à l'international avec des partenaires. Donc on en revient à travailler avec des tiers qui méritent d'être financés. Alors mérite d'être financé, c'est un grand mot, c'est-à-dire qu'on va aller regarder la qualité de ce type de projet, puisque c'est un peu comme, si on prend schématiquement, c'est un peu comme aller investir dans une ONG. On va peut-être faire un audit du travail qui est mené avant d'aller mettre de l'argent dans cette ONG.
on est en dehors de notre chaîne de valeur, on va aller proposer et travailler sur des projets qui vont séquestrer du carbone ou qui vont aller réduire des émissions de gaz à effet de serre ou éviter des émissions de gaz à effet de serre si on parle de conservation forestière par exemple. Quand on travaille sur toute cette logique-là, il faut aller auditer ce type de projet. Donc, nos équipes vont sur le terrain très régulièrement pour être au contact des acteurs locaux, des institutions locales, puisqu'on ne fait pas ça sans l'accord des gouvernements, des institutions locales, donc on travaille avec les gouvernements, et puis vraiment de toutes les parties prenantes locales. On a ce qu'on appelle beaucoup la Local Stakeholder Consultation, c'est vraiment cette consultation de toutes les parties prenantes avant de lancer le moindre projet. Et donc c'est ce type de projet qu'on va développer à l'international. On a également chez EcoAct une filiale dont on parle peu, mais qui est très importante pour nous, qui s'appelle ClimatePal, qui est une filiale de 50 personnes, donc employés EcoAct, qui travaillent au Kenya, donc principalement des Kenyans, qui travaillent sur de la distribution de fours de cuisson améliorés qui permettent de réduire en fait l'utilisation du bois. Le fameux petit four de Schneider Electric qui est distribué là dans ce petit kit pour optimiser les combustions. Alors, on l'a développé avant Schneider, mais il y a plus de 10 ans maintenant. Mais c'est cette logique-là d'aller vraiment utiliser des petits fours au lieu d'utiliser ce qu'on appelle le four 3 pierres. Mais le four 3 pierres, c'est 3 pierres et du bois, donc c'est très rudimentaire. Donc, au lieu d'utiliser ça qui émet énormément de fumée, sachant que au Kenya, comme beaucoup de pays d'Afrique, c'est la femme qui va cuisiner avec son bébé sur l'épaule. Donc en gros, elles se prennent toutes les fumées, ce qui crée énormément de maladies respiratoires. Et en parallèle, ils coupent tout le bois autour de chez eux. Au Kenya, par exemple, ça représente 50 000 hectares de forêt par an qu'ils perdent à cause de ces pratiques-là. Donc nous, on va les proposer des solutions très basiques, mais qui permettent de conserver ces 50 000 hectares de forêt, sachant que c'est la taille de ce qu'on a perdu en forêt il y a 1 an et demi. Donc c'est quand même... On en a beaucoup parlé dans les news, on n'en parle pas beaucoup sur le Kenya, mais c'est très important. Alors ce qui est hyper... on sent dans ta démarche Mathilde une dimension généreuse, c'est-à-dire que je suis dans mon entreprise, je m'occupe de ma cartographie des risques, je fais mes analyses de cycle de vie, et en plus, je me pose la question de savoir comment ça se passe au Kenya ou ailleurs, en Inde, dans mes chaînes de valeur. Et donc ça, c'est quelque chose qui est très particulier. Je me tourne vers toi, Nathalie, parce que quand on pense à la Chine, on pense aussi à ces chaînes de valeur globales. Et on sait que c'est un pays qui consomme beaucoup de ressources naturelles, aussi pour son propre développement. Alors, tu évoquais, Mathilde, des grands groupes comme Sanofi. On reviendra peut-être sur comment ça se passe pour les acteurs le plus petit taille. Mais si on prend le cas de la Chine, Nathalie, est-ce que tu vois également, à la hauteur de ce pays continent, une stratégie qui consiste peut-être, j'allais dire, à rebours de nos préjugés, à aussi prendre soin de ces chaînes de valeur à l'extérieur, là où nous, on peut souvent avoir l'idée qu'elle peut avoir un comportement avec des industries extractives extrêmement preneuses et gourmandes de matières premières. Comment tu le perçois? Et finalement, est-ce que les entreprises que tu as connues en Chine, les acteurs du monde industriel, ont aussi aujourd'hui des projets, des choses inspirantes en matière de chaîne de valeur globale? Oui, bien sûr, ça existe aussi en Chine. D'ailleurs, il y a même des congés spécifiques pour que les salariés puissent aller aider des ONG, notamment pour planter des arbres. La Chine a le plus gros programme de reforestation, puisqu'elle a pour objectif, d'ici 2025, que 24% de son territoire soit reboisé. Et il y a même l'armée qui se met aussi à disposition, 60 000 soldats qui vont aller reboiser telle forêt qui est abîmée, ou pour justement prévenir les risques de la désertification. Donc les entreprises ont... En fait, comme elles ont un peu cette pression gouvernementale, elles vont beaucoup innover, c'est-à-dire comment une entreprise qui fabrique des smartphones, comme Xiaomi, se sont également mis à fabriquer des voitures électriques. Donc on peut difficilement imaginer que Samsung ou Apple se mettent dans la construction des voitures électriques. Pourtant, en Chine, ils le font. Mais quand Mathilde a évoqué la cosmétique, j'ai parlé avec un des patrons d'un grand groupe de luxe français qui m'expliquait que pour les crèmes qu'il vendait en Chine, il y avait tellement de questions des clientes chinoises pour savoir la composition que ça avait accéléré la naturalité des produits. C'est-à-dire qu'effectivement, la Chine est un marché très important pour les marques internationales et elles n'ont d'autre choix que de s'adapter aux changements de comportement, parce qu'ils me disaient ni aux États-Unis ni en Europe, il n'y avait des questions dans les boutiques sur la composition des cosmétiques. Mais en Chine, c'est ce qui se passe. Et ce qui est hyper intéressant par rapport au sujet de notre table ronde, qui est cet enjeu de commerce mondial, donc comment j'adapte des produits responsables, aussi comment je les distribue sur mon marché. Là, dans ce que tu dis, Nathalie, c'est il faut écouter, il ne faut pas préjuger.
que sur certains marchés, les clients ne comprennent rien aux questions environnementales. Au contraire, ils peuvent même nous aider, ils peuvent nous titiller là où on ne s'y attend pas pour nous inviter à faire des produits mieux éco-conçus et plus responsables. Oui, puis ils vont vite en fait. Je vais vous donner un autre exemple. Guopei, c'est la Coco Chanel chinoise. Donc, il fait vraiment des robes, etc., de luxe extraordinaire qu'on a des difficultés à imaginer. Je l'avais invitée dans mes événements parce qu'elle avait vraiment cette sensibilité. Elle vit à Pékin avec ses 2 filles. Évidemment, quand on vit en Chine, comme je l'ai expliqué, on est très sensible. Et je lui avais fait rencontrer Pignatex, entreprise chinoise qui fabrique du chanvre et du cuir végétal avec les feuilles d'ananas aux Philippines. L'année d'après, la collection de Guopei, qui est d'ailleurs venue défiler à Paris, eh bien, ces robes étaient en chanvre et avec du cuir végétal, à partir de feuilles d'ananas. Donc on voit très bien comment toutes ces collections, et d'ailleurs son mari m'avait dit à quel point les clients chinois, les clientes chinoises, étaient tellement enthousiastes de voir qu'elles pouvaient participer et elles étaient très fières de porter ces créations. Ce qui est intéressant dans ce que tu dis, c'est la rapidité avec laquelle l'entreprise a pris une solution, clac, clac, ça se met en route. Est-ce que c'est comme ça partout? Est-ce que c'est un exemple un petit peu... Non, c'est des exemples, mais c'est pas... Enfin, même dans nos pays, il y a une grande conscience, il y a beaucoup d'entreprises qui sont engagées, qui utilisent des organismes comme EcoAct, etc., qui essayent de faire mieux, qui ont compris que pour la durabilité de leur modèle économique, pour certains, il n'y avait pas le choix. Mais il y a aussi des gens qui ont cette sensibilité, qui sont parents et qui n'ont pas envie de laisser ce monde à leurs enfants et donc qui ont envie de participer au changement. Et puis il y a d'autres secteurs que je peux citer, le secteur automobile. Donc là, les constructeurs internationaux, français, chinois, quand vous voulez vendre sur le plus grand marché de l'automobile mondial, eh bien vous avez des quotas. Donc en 2023, vous avez 18% de vos ventes qui doivent être bas carbone. C'est plus 2% chaque année. Donc l'année prochaine, ce sera 20%, 22%, 24%, pour atteindre la moitié de leur équipement en véhicule qui soit bas carbone en 2035. Si vous ne le faites pas, vous avez des amendes qui sont tellement sévères que vous pouvez même sortir du pays. Et donc on voit bien à quel point il y a une adaptation des entreprises de s'adapter à ces nouvelles normes. Et vous avez une entreprise que je vais vous citer, qui s'appelle Rhenergy, c'est du B2B, je pense, si vous ne travaillez pas dans les panneaux solaires, je pense que vous ne la connaissez pas. Elle est présente dans 80 pays et elle a adapté sa technologie pour aller jusqu'au grand public. C'est-à-dire qu'elle a développé des cellules solaires souples et flexibles qui vont aller sur les vêtements quand vous allez camper, sur les tentes, sur les gourdes, sur les sacs à dos. Mais ils ont aussi créé 3 modèles de voitures solaires. C'est-à-dire qu'ils ont mis des cellules sur le capot avant, sur le capot arrière et sur le toit. Et donc, vous n'avez pas besoin d'électricité. Juste avec le rayonnement du solaire, vous chargez votre voiture 80 km en 8 heures. Si jamais vous garez votre voiture et vous savez qu'elle va rester immobile pendant quelques heures, eh bien vous avez un système pour développer les panneaux solaires sur les côtés de la voiture pour accélérer la charge. Et on voit bien que ce n'était pas du tout leur activité, ni de faire des sacs à dos équipés en solaire. Ils ont même fait des structures d'urgence quand il y a des tremblements de terre, parce qu'ils se sont aperçus que quand il y a justement des drames climatiques, il n'y a plus accès à l'électricité. Et donc, ils ont fait des structures d'urgence avec les panneaux solaires. Et hop, vous pouvez restaurer l'électricité pour justement communiquer avec les secours, etc. C'est très inspirant, entre guillemets, de voir la vitesse à laquelle ça va. Ça m'amène à deux questions. La première, c'est du coup, aujourd'hui, on parlait du secteur de la pharmaceutique, entre guillemets, du grand groupe Sanofi, on parlait du luxe. On sait, quand on vient d'une, entre guillemets, petite industrie comme la mienne, qu'on n'a pas les mêmes marges dans certaines industries que dans d'autres. Donc voilà. Mais dans ce que j'écoute, un des mots-clés de notre table ronde, c'était le mot-clé coopération. Et donc, est-ce que une première chose, ça peut nous dire pour nos entreprises des Hauts-de-France ou de la France aussi d'aller peut-être enquêter, détecter des technologies avec lesquelles on aurait envie d'équiper nos territoires. Et deuxième question, est-ce que, Nathalie, toi, tu as connaissance de partenariats, de coopération qui existent entre ces innovations technologiques de niche qu'on ne connaît pas très bien peut-être en France et des entreprises françaises ou en Europe, et comment se passe cette coopération? Parce que presque en t'écoutant, je me dis, oula, on a une compétition hyper intense
sur l'invention de technologies et de solutions pour le sujet climatique. Et on sait que ça va être déterminant. Alors, est-ce que tu vois des endroits d'échange, des zones de coopération où nos participants peuvent se rendre, peuvent aller se documenter, rencontrer et finalement tisser ces liens pour qu'on soit dans la coopération plutôt que la compétition? Ah oui, bien sûr, la Chine est extrêmement ouverte à toute coopération internationale qui va les aider à accélérer cette transition verte. On a besoin d'accélérer la nôtre aussi. Absolument. Mais pour vous dire qu'on sait à quel point il y a de la protection, on sait à quel point il y a des taxes très importantes et que généralement la Chine est très connue pour prendre la technologie et après la dupliquer, la déployer. Elle l'a fait dans plein de secteurs. Hein. Moi-même qui ai connu des gens d'Airbus quand je travaillais en Chine, etc. On a tous ces exemples en tête. Mais maintenant, avec les objectifs du gouvernement, il y a énorme. Quand le président chinois en 2020, à la tribune de l'ONU, a annoncé son plan 30-60, c'est-à-dire ils vont atteindre les pics d'émissions de CO2 avant 2030, donc dans moins de 6 ans, et la neutralité carbone avant 2060. Il y a eu un effet de panique en Chine sur les patrons, sur les officiels, sur les experts, en disant mais comment on peut arriver à, pour un pays aussi grand, à réussir ces enjeux. Et finalement, c'est de la coopération, c'est beaucoup de coopération locale, internationale. Je vais donner l'exemple très concret d'une entreprise française qui est très connue en Chine, elle s'appelle Phytorestore. Elle a une innovation qui permet de dépolluer les sols par une agglomération de plantes naturelles. Et Phytorestore est tellement connu en Chine que son responsable est même enseignant à l'école des cadres du parti de Shanghai pour justement les sensibiliser et montrer comment sa technologie peut améliorer et aider à dépolluer les sols. Donc tout ce qui va apporter des solutions, la Chine est preneuse. Et donc quand on est une PME française basée dans les Hauts-de-France, qu'est-ce qu'on peut imaginer? Où est-ce qu'on peut aller trouver ces informations? Est-ce qu'aujourd'hui, comment tu as fait pour écrire ton livre? Tu les as rencontrés? Tu parlais chinois, anglais, français? Comment tu as fait pour te documenter et avoir accès à toutes ces connaissances? En plus de ton forum où tu les as invités, mais comment ça s'est passé? Je les ai rencontrés sur le terrain en fait. Je les ai rencontrés, on a échangé avec eux, on a analysé ce qu'ils faisaient. Et ce qui est très intéressant, c'est pourquoi mon forum, qui a avec très peu de moyens, pas beaucoup de communication, a fait plus de 4 millions de vues, c'est parce que justement, il y a une telle appétence de trouver des solutions et de voir comment ça marche. Et moi, dans mon forum, j'ai invité moitié des étrangers et moitié des Chinois. Donc il y avait la fierté de découvrir leurs innovations chinoises et aussi, ils sont très preneurs de ce qui se passe à l'international. Ils sont très admiratifs. Enfin, voilà, on a encore... Le gouvernement chinois veut rendre la fierté à son peuple et donc montrer que c'est un pays qui se situe à l'échelle internationale, dont ils peuvent être fiers, etc. Mais les Chinois sont assez friands de ce qui se passe à l'étranger. Donc quand j'ai invité cette entreprise anglaise, franco-anglaise, qui fait les bulles d'eau, et donc pour éviter le plastique, ils utilisaient des algues, ça s'appelle OO. Et notamment le marathon à Londres ne distribue plus des bouteilles d'eau aux participants, mais ces bulles d'eau que vous avalez, qu'on avait distribuées dans l'audience à Pékin. Et hop, le responsable du marathon de Pékin m'a contacté pour que je le mette en contact avec l'entreprise anglaise parce qu'il ne voulait plus avoir les bouteilles plastiques sur le marathon à Pékin. Enfin, voilà, donc ça va très vite en fait. Comme je l'ai expliqué pour le chanvre et le cuir végétal, hop, vous les connectez, l'année d'après, ils le déploient. Une dernière question pour Mathilde, et puis on va ouvrir les questions à la salle. Du coup, je repose ma question. Je suis une PME du Nord, une ETI. En ce moment, le contexte business est un petit peu compliqué. L'Europe, on a une croissance un petit peu atone. Bon, comment on fait? C'est quoi les coopérations que je peux imaginer? Et comment je fais pour finalement m'inscrire dans un projet? On parlait d'ambition tout à l'heure, et quand je t'écoute, je me dis finalement, j'ai le sentiment qu'on n'est presque pas assez ambitieux dans nos stratégies. Alors comment on fait, moi, acteur local, dans mon territoire, pour être ambitieux et trouver les bonnes personnes pour coopérer? Qu'est-ce que tu suggères aux équipes qui sont dans la salle? Je suis étudiant demain, je vais dans une entreprise, clac, comment je peux connecter avec l'acteur qui va vraiment permettre de rendre la stratégie bas carbone ambitieuse? Et finalement, c'est quoi le conseil pratique, la méthode EcoAct pour déclencher un petit peu des projets?
Non, mais c'est une question super importante puisqu'au final, c'est parfois difficile de convaincre les dirigeants d'une entreprise à se lancer parce que c'est du budget et parfois c'est compliqué le budget. Et on peut le comprendre aussi dans le cadre du contexte actuel. Et il y a vraiment cette réflexion de coopération, mais de challenge aussi. C'est-à-dire que je suis au sein d'une entreprise, je veux savoir comment faire, comment les autres font aussi. Quelles sont les meilleures pratiques pour avoir de l'ambition, pour mettre en place ces activités, pour gérer ce budget lié à la réduction, à la mitigation, à l'adaptation, à l'investissement. Alors déjà, comme le dit Nathalie, il y a des forums, donc il y en a en Chine. C'est un forum aussi aujourd'hui. Donc l'idée, c'est aussi de faire des rencontres avec d'autres entreprises ou avec des acteurs qui ont des solutions. Donc déjà proposer des solutions et discuter avec ces acteurs. Donc EcoAct, typiquement acteur spécialisé, on travaille avec beaucoup de types d'entreprises. Je parlais de Sanofi, c'est un grand groupe, mais on peut travailler énormément avec les PME également, et même des très petites entreprises. Donc on va vraiment accompagner tout type d'acteurs. Et après, il y a cette réflexion à se dire, et souvent c'est ce que les entreprises nous demandent, hein, et que fait mon concurrent ? C'est souvent ça. Et donc, il nous demande souvent d'avoir une sorte de benchmark pour aller regarder, donc une benchmark analyse comparative, pour aller regarder ce que fait un peu la concurrence, parce qu'au final, ça devient un engagement et un avantage business de mettre en place quelque chose. Je vais vous donner un exemple. Un de nos clients historiques chez EcoAct, c'est le groupe La Poste. Et La Poste, depuis des années, ils sont hyper impliqués, à la fois que ce soit sur de la réduction ou de l'investissement dans des projets à l'international, notamment des projets au Kenya et autres lieux. Et d'ailleurs, on en reparlait avec Nathalie juste avant, mais on avait également, pour sélectionner des projets, parce qu'une fois qu'on leur a proposé des projets, il y a plein de projets. Et du coup, on avait fait voter 100 000 postiers pour choisir les projets. Et ça avait beaucoup plu parce que ça avait permis de faire aussi connaître cette démarche-là, au-delà de juste voter, sensibiliser à ce type de projet en dehors de la chaîne de valeur du groupe La Poste. Et donc, en fait, cette entreprise qui, depuis plus de 10 ans, est actrice sur ces questions-là, elle a beaucoup de concurrents et la concurrence regarde. Donc, on voit DHL qui va faire la même chose. Et donc, ça va un peu driver, en fait, au sein d'un secteur, un certain un challenge commun à aller vers l'ambition. Donc cette ambition, elle se fait par l'échange, la coopération, mais elle se fait également par le challenge du business. Et c'est peut-être l'avantage aussi positif d'être un avantage compétitif, à être positionné sur les questions environnementales. Je prendrai peut-être un dernier exemple, mais quand le PDG de Patagonia, je crois qu'il y a un an de ça, a dit tous les bénéfices seront reversés à des causes environnementales, je me demande ce qu'ils se sont dit chez The North Face. Mais les discussions devaient être intéressantes. Et donc, c'est ce type de challenge qu'on observe. Et là, on va pouvoir aller aider. Je vois que Nathalie... Oui, je voulais juste, pour répondre plus précisément à ta question, c'est-à-dire quand on est une PME des Hauts-de-France, peut-être qu'on n'a pas d'utilité à aller en Chine, sauf si on est vraiment sur une solution très spécifique, puisque justement, moi, dans mon forum, c'était consommer moins, consommer mieux, consommer local. Donc l'idée, c'est la coopération internationale, elle est très utile quand effectivement il y a des solutions niches, comme Phytorestore. Et après, l'idée, c'est vraiment de rester sur son marché et de continuer à œuvrer sur son marché. Après, bien sûr que le marché chinois est très attractif, mais on sait que ça a un coût, c'est-à-dire de produire et de faire consommer en Chine ou vice-versa, ça a un coût environnemental. Donc, comme le disait très justement Mathilde, peut-être qu'il faut vraiment changer de paradigme et réfléchir un petit peu autrement. Eh ben, c'est parfait. Peut-être juste pour finir et revenir à la PME, parfois on se dit c'est beaucoup aussi de budget. Peut-être allons-y étape par étape. On travaille avec des entreprises de 100 salariés. Ils vont aller pas faire l'analyse cycle de vie de tous les produits, mais d'un produit, commencer quelque part. Je pense que l'idée, c'est au moins de commencer quelque part. Le premier pas, pour reprendre une citation chinoise, un voyage de 1000 lieues commence par un premier pas. Merci Nathalie, merci Mathilde. Alors, on n'a pas 100 000 postiers dans la salle, mais on a au moins une bonne centaine de participants. Donc je vais me tourner vers eux parce qu'on n'a peut-être pas pu tout évoquer. Alors si nous avions oublié des choses sur lesquelles vous souhaitiez absolument l'expertise, l'avis de nos intervenantes, c'est le moment. Je vois qu'on a deux personnes qui vont faciliter la prise de parole. Je vois déjà une main ici, une main là. Je vous prête mon micro ? Allez. Merci beaucoup. Et je suis Somambé, enseignant-chercheur à l'Université catholique de Lille.
Et je fais mes recherches sur la justice environnementale et actuellement, je travaille sur la Convention universitaire pour le climat. Et je vais faire une petite introduction. À partir de là, ça ne va pas être trop long. Oui, on essaye de faire des questions courtes parce que j'ai l'impression qu'il y a plusieurs mains levées et on a une quinzaine de minutes pour cela. Voilà. Je vais caricaturer ceci. Ma soutenance de thèse. Emmanuel Macron, le président français, s'est retrouvé en 3 pays, le Gabon et les 2 Congos, pour réajuster sa politique de coopération en se focalisant sur les aires protégées des bassins du Congo. Est-ce que l'environnement devient un instrument géopolitique? Maintenant, à quel coût et au profit de qui? Maintenant, j'ai une deuxième question. Vous avez parlé des valeurs, d'une chaîne de valeurs. Est-ce que les valeurs que vous portez, c'est des valeurs imposées ou bien c'est des valeurs que vous partagez? Et est-ce que vous avez parlé de la Chine? Je suis sûr qu'eux aussi ils ont des valeurs. Est-ce qu'on partage réciproquement pour l'enjeu commun et pour le bien commun? Merci. Merci pour cette première question. Donc, sur la question de l'environnement comme outil politique, diplomatique, géopolitique, et puis la place des valeurs dans le projet environnemental. On voyait hier dans la présentation qui était faite pendant la plénière hier soir que ce sondage YouStock montre que selon les grandes régions du monde, la perception de l'enjeu climatique est similaire, mais la manière d'y répondre n'est pas forcément la même, avec ce débat entre fin du monde et fin du mois. On va y revenir, on va prendre la deuxième question, comme ça je vous ferai réagir sur l'ensemble de ces questions. Il y avait une main levée il y a quelques instants au milieu, voilà, près du téléphone. Merci beaucoup pour vos interventions. Une question qui est tournée pour Madame Casanino. Notamment, vous avez parlé que la Chine, la population chinoise, que ce soit les entreprises ou le gouvernement, est plus conscient des enjeux environnementaux à l'intérieur de ses frontières. Mais on sait qu'aujourd'hui, les entreprises chinoises investissent énormément à l'extérieur, notamment dans l'extraction de matières premières en Afrique. Est-ce que la population chinoise et les entreprises chinoises ont conscience de ça et ont des solutions pour agir par rapport à ça? Merci beaucoup. Merci pour cette question. Ça fait écho à une bonne partie de la question qu'on a posée tout à l'heure sur ces chaînes de valeur. Donc c'est intéressant de pouvoir l'approfondir parce qu'effectivement c'est une idée qu'on peut avoir. Alors voilà, trois sujets. Je pense que peut-être la 3 et la 1 sont connectés. Alors Nathalie, puisque cette question vous est adressée, on peut commencer par là puisque je pense que ça nous permettra d'aborder en creux la question politique. Alors il y a le programme Belt and Road qui a été lancé il y a une quinzaine d'années par le président chinois qui voulait justement développer énormément d'infrastructures en dehors de ses frontières. Elle s'est engagée l'année dernière à ce que ce soit maintenant un programme green et elle s'est également engagée à ne plus construire d'usines à charbon à l'extérieur de ses frontières. Donc on sent qu'il y a une pression internationale sur le gouvernement chinois pour justement rentrer un peu dans les clous et il y répond. Alors sur la partie Afrique, on peut imaginer que ce que fait la Chine, c'est parce qu'il y a des décideurs africains qui lui demandent. Donc il y a une vraie responsabilité des décideurs africains de comment ils coopèrent avec la Chine, comme avant ils coopéraient avec l'Europe. Donc ça c'est vraiment quelque chose qui sort un peu de mon champ de compétences. Mais pour reprendre la première question de monsieur, moi je ne suis pas une personnalité politique, mais oui, il y a un enjeu de géopolitique. La Chine avance ses pions sur l'échiquier international, elle investit dans les organisations internationales, elle va subventionner des grandes organisations sur la protection de la biodiversité parce qu'elle le fait elle-même, mais bien sûr que ça lui donne un pouvoir, une puissance dans ces organisations. Je fais juste une petite parenthèse, elle a tellement financé l'Organisation de la santé mondiale que lorsqu'il a fallu annoncer une pandémie, la Chine mettait tellement de pression pour ne pas l'annoncer, c'était un tel financeur que finalement ça a pris des semaines et peut-être qu'on aurait pu le gérer un peu mieux si la Chine n'avait pas mis cette pression puisqu'on savait que ça venait de la Chine, mais c'était il y avait une telle
un tel pouvoir au sein de l'organisation que voilà, l'OMS a effectivement un peu obéi à la Chine. Bon, je ne suis pas sûre que ça plaise à tout le monde en intervention, mais oui, bien sûr que c'est un enjeu géopolitique, local et international. Peut-être pour réagir sur aussi la question de l'enjeu géopolitique, je reviens aussi, en sortant de l'entreprise, mais en allant au niveau de l'État, il y a aussi cette volonté de leadership climatique. Donc quand Macron organise à Libreville le One Forest Summit, évidemment que c'est dans un objectif de leadership climatique et de montrer la place de la France à l'international, surtout quand la France perd géopolitiquement de l'influence en Afrique avec tout ce qu'on voit dans les conflits en cours. Elle regagne peut-être par le climat ou par le sujet climat une certaine influence. C'est une influence qui vient de la manière dont les entreprises peuvent aussi proposer des solutions à la fois techniques, mais aussi dans la manière dont elles extraient des ressources et des matières premières. Oui, je vois qu'on a encore une question ici. Est-ce qu'il y a une deuxième question là? Bonjour, j'ai une question sur la Chine. Vous avez donné beaucoup vous introduire très rapidement? Bonjour, Victoire Reynard, citoyenne engagée pour le climat. Vous avez beaucoup parlé de la Chine, sur tous les exemples qu'elle met en œuvre, que ça va très vite. On a l'impression, quand vous en parlez, c'est peut-être ma perception, que c'est un peu un modèle à suivre. J'ai personnellement eu la chance d'étudier les sujets environnementaux en Chine. Pendant un an, j'ai pas eu vraiment la même perception. Comment vous expliquez la présentation que vous faites, où c'est plutôt la Chine est plutôt un bon exemple, et la perception de la Chine des Occidentaux qui considèrent la Chine comme encore le plus gros pollueur. À l'époque, ça remontait à 7-8 ans, j'avais eu la chance de visiter une ville verte avec des voitures électriques approvisionnées par une centrale à charbon. On avait l'impression qu'il y avait quand même beaucoup de greenwashing. Ça rejoint la question des énergies fossiles. À l'époque, la chaîne de valeur à l'extérieur du pays n'était pas prise en compte. Voilà, je voudrais mieux comprendre votre discours par rapport à la réalité. Vous avez totalement raison. La Chine le dit elle-même, qu'il y a encore 60% de son mix énergétique de l'électricité qui est fourni par des centrales à charbon. Elle s'est engagée dans le plan quinquennal qui arrive à décroître cette part. C'est pour ça qu'elle investit massivement dans les énergies renouvelables, dans le nucléaire, pour faire baisser cette part du charbon dont on est la première à souffrir. Donc ça, c'est une réalité. Moi, tout ce que je raconte dans mon livre est sourcé et documenté. Il n'y a aucun journaliste qui a repris ou qui a remis en question ce que j'y raconte. En fait, c'est un témoignage et ça donne une réalité actuelle de ce que fait la Chine pour justement changer son modèle. Bien sûr qu'il y a encore énormément de choses à faire. Enfin, moi, je vais plus en Chine actuellement, mais j'ai des amis qui vont, qui me disent que les villes sont encore polluées. Mais j'ai une amie qui va à Shanghai, qui n'a pas repris son abonnement pour justement son appareil qui dépollue à l'intérieur de son habitat. Pourtant, elle a des enfants âgés de 6 à 8 ans. Elle est française. Elle me dit, écoute, il y a tellement de jours de ciel bleu que pour l'instant, je ne renouvelle pas mon abonnement tellement ça a progressé. Les villes les plus polluées du monde, il y a 10 ans, étaient chinoises. Maintenant, elles sont indiennes. Donc les résultats, de toute façon, ils sont très tangibles. Vous voyez beaucoup moins de pollution dans les villes parce que justement, cette transition est déjà en train de montrer ses effets. Donc si vous regardez, si vous allez chercher sur les résultats de cette politique, vous en trouvez très facilement. Merci Nathalie. Ouais. Les Chinois sont les premiers satisfaits de voir que ça s'arrange énormément. Voilà, madame, une question. Oui, c'est vous. Oui, je voulais d'abord vous remercier parce que c'est plein d'espoir. Donc ça, je trouve que ça fait un bien considérable. Et dans le même temps, ça paraît presque trop idéal. Et je me pose la question, par exemple, comment dans un contexte pareil de pression, des modèles comme Chine, la grande entreprise dont on parle beaucoup en France, arrive à se développer alors que le modèle... Vous parlez de l'entreprise Shine, hein? Oui. Oui, bien sûr. Non, mais c'est dramatique. On dit Chine ou Shine. Oui, Chine. Je ne sais pas comment on la prononce en France. Mais oui, c'est dramatique. Si tu me permets de resituer le débat, l'entreprise Shine, qui est une entreprise de textile chinois qu'on appelle l'ultra fast fashion, qui déverse, pour reprendre un peu l'image que vous sous-entendez, des tonnes de vêtements à très bas prix, très consommés par plutôt une tranche en fin d'adolescence, début d'adolescence, dans les pays occidentaux. Voilà. Alors, juste pour remettre un petit peu, c'est vrai que la Chine, c'est le pays qui pollue le plus. Si vous mettez 1,4 milliard d'habitants en Europe ou 1,4 milliard aux États-Unis, c'est vrai que les chiffres
de pollution vont aussi être dramatiques. Mais ce qui est intéressant, juste par exemple, je vous prends la consommation. Alors là, je vais revenir sur le textile d'abord, parce que il y a maintenant des politiques pour justement que les entreprises chinoises polluent moins, que ce soit permis en dehors des frontières. Je pense qu'on a une responsabilité de ces entreprises qu'on laisse envahir nos marchés et qui sont extrêmement polluants, et qu'il faut sensibiliser nos jeunes consommateurs, nos enfants, les adolescents, pour justement qu'ils comprennent. Moi, je suis très surprise de voir à quel point elle peut envahir. Moi-même, je vois les publicités arriver sur mon smartphone alors que je ne commande rien sur cette entreprise. Donc on voit la puissance que cette entreprise est là. Je pense qu'elle l'a en Europe, aux États-Unis. Je n'ai pas de réponse à cela. Je vais juste vous donner un autre modèle sur la consommation de viande. Un Chinois consomme en moyenne 50 kg de viande par an. Un Français, c'est autour de 80-85 kg. Un Américain ou un Australien, c'est plus de 100 kg. Le gouvernement chinois, avec des stars chinoises, des acteurs, des chanteurs, ont lancé une campagne pour dire « consommez moins de viande, c'est meilleur pour votre santé ». La Chine est le deuxième marché d'obèses, est devenu le marché numéro 2 des obèses adultes et le premier pour les enfants. Donc on voit bien à quel point à chaque fois elle réagit pour justement remettre une autre manière de consommer, et aussi parce qu'elle s'approvisionne par l'Australie, par la Nouvelle-Zélande, par les États-Unis, et qu'elle veut créer son indépendance. Donc en fait, elle va aller chercher sur les consommateurs plein de solutions. Mais sur l'effet de la mode, elle prend des mesures que je décris dans mon livre. Donc je ne vais pas tout reprendre, ça va être trop long. Mais oui, je suis la première surprise à voir comment cette entreprise chinoise nous envahit librement, qui fait ses publicités, qu'il n'y a aucune contrainte, alors qu'il y a des campagnes de communication en Chine qui sensibilisent les consommateurs pour justement faire plus attention. Un petit peu la question des polarités. On a décrit, toi, et je vais le faire pour toi parce que je crois que ton ouvrage est à la petite librairie Furet du Nord qui se situe juste à l'entrée du forum. Donc pour ceux qui voudraient rentrer dans le détail de ces témoignages, c'est possible. Je ne sais pas si tu les dédicaces éventuellement. On fait comme ça un petit peu en live. Mais c'est bien cette polarité. Et pour être issu d'une entreprise du textile, on voit bien l'enjeu à être en coopération. Hein, c'est un des mots-clés de ce matin, en coopération au niveau européen, pour aussi justement avoir une cohérence des normes sociales et environnementales sur notre marché intérieur. Et effectivement, je vois qu'il y avait une autre question. Je reviens, si vous permettez. Vous permettez? Oui, tout à fait. Oui, ok, merci. Et madame a bien, je suis satisfait en partie, mais sur la question de leader climatique, je pense que nous ne sommes pas, en tant qu'occidentaux, des leaders en termes de lutte climatique, parce que en allant dans cette zone qui est fortement, que je connais bien, même si je n'ai pas des origines là-bas, mais j'ai fréquenté le milieu. Donc, vous parlez de quel milieu? Les dégâts écologiques que nous, occidentaux, que nous faisons, eux ne le font pas. Donc, du coup, en allant là-bas, et en tant que leader climatique, moi, je pense que c'est comme si on fait du donneur de leçons sans être un modèle. Et du coup, votre question? Non, c'est la continuité de ma question en fonction de la réponse que madame a apportée, au fait, c'est en tant que leader climatique. Moi, je ne crois pas que, en termes d'enjeux climatiques, de lutte contre les dégâts climatiques, la France n'est pas un modèle pour le Congo ni pour le Gabon. Au contraire, on voit combien Total, qui a le monopole de l'exploitation du pétrole du Congo, du Gabon, l'impact que ça a est par rapport aux locaux qui ont une agriculture locale, traditionnelle et pastorale qui n'a rien d'impact. Donc du coup, sur le plan de la coopération géopolitique, je pense qu'on doit revoir notre position de la façon de négocier, de la façon de rentrer en partenariat avec les autres, l'autre, en l'écoutant aussi, en incorporant ses valeurs
dans les On va politiques. revenir sur on va peut-être dire un mot sur cet enjeu de leadership climatique. On va prendre une dernière question et puis voilà, on pourra faire les remarques un peu conclusives. J'ai vu qu'il y avait une main levée au premier rang. Voilà, et s'il y a encore une envie de participation, c'est le moment, c'est le dernier question. Voilà, 1, 2, ok. Donc ça fait 3 questions. Je voulais juste revenir. En vous écoutant, on réalise cette agilité qu'a la Chine, c'est-à-dire que quand le gouvernement décide un objectif, une ambition, on a l'impression que toute la mécanique se met en route et que ça file bon train et on ressort presque très optimiste. On se dit ils vont y arriver à atteindre l'objectif. Et on sent un peu plus d'inertie dans nos activités, dans notre périmètre ici local, France, voire européen. Comment cette agilité, cette rapidité, cette dynamique, elle se fluidifie dans tous les maillons finalement entre le gouvernement et le tout bas de l'échelle? On va y revenir. Je prends, Nathalie, si tu me permets, les 2 autres questions. Je vois qu'il y en a une au fond et une devant. C'était à peu près la même chose en fait. C'était pour simplifier, on a en gros 3 blocs, on a l'Europe, les États-Unis, la Chine. Les 2 autres, en dehors de l'Europe, ont une force de frappe qui est immense et nous on est un peu intergiversés et les pays européens à tirer la couette vers son pays et ça nous freine plus par rapport à ce qu'il y avait. Mais du coup ça rejoint la question de madame sur la force de frappe. Très bien. Donc une dernière question et puis après il nous restera 2-3 minutes pour conclure. Donc on va donner... Je vous invite à donner peut-être de la food for thought pour que nos invités puissent repartir avec de quoi continuer à être optimistes et engagés. Merci beaucoup pour tout ça. Non, c'était juste une dernière question, mais dans la continuité des autres finalement. Moi, je suis avec des étudiants, j'enseigne à l'ICAM de Lille. Je leur disais que peut-être ce qui nous pend au nez, à terme, c'est une dictature écologique. Est-ce que ce dont vous nous avez donné l'exemple, c'est pas les prémices de ça finalement? Alors, Nathalie. Justement, oui, on n'en a pas parlé. J'ai pas parlé des droits sociaux, j'ai pas parlé des droits de l'homme. J'ai aussi des histoires assez terribles. Les Chinois ont peur. Le régime s'est vraiment durci sous l'ère Xi Jinping. Il est devenu beaucoup plus autoritaire. C'était pas arrivé depuis Mao Tse-tung. Donc, ils sont très contents de ce qui se passe d'un point de vue écologique. Ils sont très contents des décisions qui vont dans le sens qui va leur permettre de vivre mieux dans leur pays. Donc ça, c'est formidable. Parallèlement à ça, quand vous êtes un chef d'entreprise, c'est une occidentale qui parle, hein, mais parce qu'ils vont pas se livrer très facilement sur ça. Mais bon, je sais quand même qu'il y a des chefs d'entreprise qui ont peur et qui ont même décidé de fermer leur entreprise parce qu'ils n'étaient pas sûrs de bien respecter ce qui était imposé par le gouvernement. Il y avait un risque. Ils voulaient tout simplement pas aller en prison. Parce que vous pouvez avoir un membre du Parti communiste qui débarque et maintenant ils ouvrent des bureaux du Parti communiste qui étaient dans toutes les grandes entreprises. Maintenant ils les ouvrent aussi dans les petites et moyennes entreprises. Donc il y a une grosse pression. Alors oui, ça nous redonne de l'espoir parce que sans la Chine on ne peut pas y arriver. Mais c'est vrai que, voilà, j'ai pas parlé des Ouïghours, j'ai pas parlé de Taïwan, j'ai pas parlé de Hong Kong, c'est pas le sujet aujourd'hui, mais c'est quand même un régime, très honnêtement, de loin. On peut peut-être se dire, tiens, finalement, c'est pas si mal un régime autoritaire pour imposer, pour changer de paradigme. Mais c'est parce que je vis en France, c'est parce que je suis européenne et que je ne suis pas chinoise que je peux me permettre de parler comme ça. Il y a beaucoup de Chinois qui rêveraient d'avoir plus de possibilités pour s'exprimer, pour choisir, etc. Mais par contre, les résultats sont là. C'est vrai que quand la ligne de route, les guidelines sont lancés par le gouvernement, il y a beaucoup de corruption. Mais si vous êtes pris, maintenant, ça coûte cher. Donc la corruption a tendance à diminuer. Donc, quelque part, en rebond, je dirais, à nous de faire la preuve entre Européens, Français, que notre modèle démocratique permet d'aller plus loin, parce que c'est finalement ça notre enjeu. Très bien. Mathilde, un dernier mot ? Oui, merci. Merci à tous déjà. Non, c'est hyper intéressant cette question de la Chine. Vous m'entendez ? C'est hyper intéressant puisqu'on travaille sur des projets en Asie du Sud-Est où on a cette influence de la Chine et on en vient à cette réflexion de se dire, en fait, par exemple au Cambodge, on a besoin de l'armée cambodgienne pour préserver les forêts.
parce que les arbres sont coupés et on sait d'où viennent ces coupes. Et du coup, il y a vraiment où d'aller brûler une partie de la jungle pour faire des hôtels extravagants. Et donc, c'est vrai qu'il y a une clientèle chinoise qui est de plus en plus dynamique. Et du coup, dans la région, nous, on voit ça au niveau de certains projets, sur des projets où j'ai été. Et c'est vrai que quand on parcourt la zone et qu'on voit vraiment des zones qui sont complètement brûlées pour créer des hôtels, il y a cet enjeu-là en dehors, qui était mentionné, en dehors des frontières, comment actionner les mêmes leviers. Mais c'est hyper complexe, ouais. Et à tout ça, ajouter la corruption et compagnie, autant vous dire que c'est même pas... Dans la plupart des pays où on travaille, c'est des enjeux qui sont parfois difficiles à faire comprendre en Europe, sous notre prisme franco-français, mais c'est vrai qu'on travaille et on lutte contre les changements climatiques dans des zones hyper complexes politiquement, mais également, on voit au Brésil, je crois que c'était The Guardian qui avait recensé toutes les personnes qui se faisaient tuer pour leurs engagements. C'est très dangereux. Et moi, j'ai certains projets sur lesquels on ne va plus. Et où, par exemple, on a commencé à investir dans des projets. Un projet qui me tient beaucoup à cœur, mais sur lequel je ne suis pas retournée depuis 2021, puisque c'est au Myanmar et qu'il y a eu un coup d'État depuis et que ça devient très très compliqué d'aller sur des zones reculées, puisqu'on passe des checkpoints. Enfin, moi, j'envoie pas mes équipes là-bas, quoi. Et même des acteurs avec lesquels on travaille en Inde, qui sont plus proches géographiquement, n'osent pas non plus. Plus personne n'ose y aller. Donc ça coupe un peu. Parfois, c'est difficile cette question politique, parce que ça peut aussi couper cette coopération, mais de manière générale, on sait que les populations en ont besoin, donc on maintient les investissements, on continue de travailler grâce, en quelque sorte, là, dans ce cas-là, aux technologies. On continue à utiliser toutes ces technologies pour aller être au plus proche de certains projets, de certaines zones reculées. Et du coup, c'est avec beaucoup d'espoir qu'on se dit oui, c'est vrai que parfois on a un peu l'impression de vider la baignoire à la petite cuillère quand on lutte contre les changements climatiques. Mais quand on se dit j'ai restauré 1000 hectares, mais quand en parallèle on voit 12 millions qui partent en fumée. Mais pour autant, quand on se focalise sur ces projets-là, sur les bénéfices. On n'a pas parlé des objectifs du développement durable de l'ONU, mais quand on se focalise sur les objectifs du développement durable de l'ONU et les apports locaux, on se dit oui, il y a beaucoup de choses qui crament autour de nous, on perd énormément de biodiversité, mais n'arrêtons pas, puisqu'on voit les bénéfices. Et en étant plus proche, toi Nathalie, qui a été proche de la Chine et qui a vu ces impacts positifs, et nous, sur nos projets, quand on est proche, on sait que c'est difficile, et c'est sûr que quand on a un géant chinois et qu'on essaye de préserver une forêt en Cambodge, ça va être compliqué. Mais on voit quand même les impacts positifs, on voit les impacts pour les populations, les impacts en termes de biodiversité, et c'est ce qui nous fait venir au travail tous les jours, donc on garde espoir. Eh bien, merci beaucoup Mathilde. Il est 12h15 dans quelques instants. Ça me donne l'occasion de vous remercier. Ce que je retiens de cet échange, de notre échange aujourd'hui, c'est dire que voilà, l'enjeu est important. Les coopérations, c'est vrai qu'on a été très très positif sur les coopérations potentielles, alors que c'est pas si simple. Et je le vois dans mon entreprise. Donc c'est un vrai effort du quotidien. Il y a l'enjeu du modèle économique qui est aussi important. On est ici à Lille. J'en profite pour glisser un mot sur le gros projet d'études qui est conduit aujourd'hui par l'Université de Lille sur les business models durables et donc comment l'entreprise peut aller justement en coopération dans ces chaînes de valeur, trouver des bonnes solutions, donc apparaître tout prochainement, ça me permet d'en parler. Merci Mathilde, merci Nathalie pour vos interventions. Je vous remercie à tous les participants pour votre présence en physique et en ligne, et je vous souhaite une très bonne continuation de World Forum. Merci à tous.